recherche du temps perdu. Marcel Proust. Du côté de chez Swann. Combray. Tante Léonie. La cousine de mon grand-père, ma grand-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie, qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit, et ne descendait plus. Toujours couché dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques, qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand Pré, par opposition au Petit Pré, verdoyant au milieu de la ville entre trois rues, et qui, uni, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d'images gothiques à même la pierre où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. Ma tante n'habitait plus effectivement que 2 chambres contiguës, restant l'après-midi dans l'une, pendant qu'on aérait l'autre. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant, dans la première pièce où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les 2 briques et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie. Dans la chambre voisine, j'entendais ma tante qui causait toute seule à mi-voix. Elle ne parlait jamais qu'assez bas parce qu'elle croyait avoir dans la tête quelque chose de cassé, de flottant, qu'elle eût déplacé en parlant trop fort. Mais elle ne restait jamais longtemps, même seule, sans dire quelque chose, parce qu'elle croyait que c'était salutaire pour sa gorge, et qu'en empêchant le sang de s'y arrêter, cela rendrait moins fréquents les étouffements et les angoisses dont elle souffrait. D'un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier, et une table qui tenait à la fois de l'officine et du maître-autel, où, au-dessous d'une statuette de la Vierge et d'une bouteille de Vichy Célestin, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu'il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne manquer l'heure ni de la pepsine, ni des vêpres. De l'autre côté, son lit longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux, et il lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Quand Françoise, après avoir veillé à ce que mes parents eussent tout ce qu'il leur fallait, remontait une première fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce qu'elle prendrait pour déjeuner, il était bien rare qu'il ne fallût pas donner déjà son avis ou fournir des explications sur quelque événement d'importance. Françoise, imaginez-vous que Madame Goupil ait passé plus d'1 quart d'heure en retard pour aller chercher sa sœur. Pour peu qu'elle s'attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu'elle arrive après l'élévation. Il n'y aurait rien d'étonnant, répondait Françoise. Françoise, vous seriez venue 5 minutes plus tôt, vous auriez vu passer Madame Imbert qui tenait des asperges 2 fois grosses comme celles de la mère Callot. Tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elles viennent de chez monsieur le curé, disait Françoise. Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules. Chez monsieur le curé, vous savez bien qu'il ne fait pousser que de méchantes petites asperges, de rien. Je vous dis que celles-là étaient grosses comme le bras. Pas comme le vôtre, bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, vous n'avez pas entendu ce carillon qui m'a cassé la tête? Non, madame Octave. Ah, ma pauvre fille, il faut que vous l'ayez solide, votre tête. Vous pouvez remercier le bon Dieu. C'était la Maglone qui était venue chercher le docteur Pipereau. Il est ressorti tout de suite avec elle et ils ont tourné par la rue de l'Oiseau.
Il faut qu'il y ait quelque enfant de malade. » Et là, mon Dieu, soupirait Françoise, qui ne pouvait pas entendre parler d'un malheur arrivé à un inconnu, même dans une partie du monde éloigné, sans commencer à gémir. Ainsi Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu'elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait. Et 4 coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison. « Mais Madame Octave, ce n'est pas encore l'heure de la pepsine, » disait Françoise. « Est-ce que vous vous êtes senti une faiblesse ?»« Mais non, Françoise, » disait ma tante. « C'est-à-dire si, vous savez bien que maintenant les moments où je n'ai pas de faiblesse sont bien rares. Un jour je passerai comme Madame Rousseau, sans avoir eu le temps de me reconnaître. Mais ce n'est pas pour cela que je sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir, comme je vous vois, Madame Goupil avec une fillette que je ne connais point. Allez donc chercher 2 sous de sel chez Camus, c'est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c'est. »« Mais ce sera la fille à Monsieur Pupin, » disait Françoise, qui préférait s'en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà 2 fois depuis le matin chez Camus. « La fille à Monsieur Pupin ? Oh, je vous crois bien, ma pauvre Françoise, avec cela que je ne l'aurais pas reconnue. Mais je ne veux pas dire la grande, Madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. »« Ah, à moins de ça, » disait ma tante. « Il faudrait qu'elle soit venue pour les fêtes. »« C'est cela, il n'y a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fêtes. »« Mais alors nous pourrions bien voir tout à l'heure Madame Sazera venir sonner chez sa sœur pour le déjeuner. » « Ce sera ça. J'ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte. Vous verrez que la tarte allait chez Madame Goupil. » « Dès l'instant que Madame Goupil a de la visite, Madame Octave, vous n'allez pas tarder à voir tout son monde rentrer pour le déjeuner, car il commence à ne plus être de bonne heure, » disait Françoise, qui, pressée de redescendre s'occuper du déjeuner, n'était pas fâchée de laisser à ma tante cette distraction en perspective. « Oh, pas avant midi, » répondait ma tante d'un ton résigné, tout en jetant sur la pendule un coup d'œil inquiet, mais furtif, pour ne pas laisser voir qu'elle, qui avait renoncé à tout, trouvait pourtant, à apprendre qui Madame Goupil avait à déjeuner, un plaisir aussi vif et qui se ferait malheureusement attendre encore un peu plus d'1 heure. « Mais encore, cela tombera pendant mon déjeuner, » ajouta-t-elle à mi-voix pour elle-même. Son déjeuner lui était une distraction suffisante pour qu'elle n'en souhaitât pas une autre en même temps. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d'induction et ses heures de liberté. « Ce sera le chien de Madame Sazera ?» disait Françoise, sans grande conviction, mais dans un but d'apaisement et pour que ma tante ne se fende pas la tête. « Comme si je ne connaissais pas le chien de Madame Sazera !» répondait ma tante, dont l'esprit critique n'admettait pas si facilement un fait. « Ah, ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapporté de Lisieux. »« Ah, à moins de ça. Il paraît que c'est une bête bien affable, » ajoutait Françoise, qui tenait le renseignement de Théodore. « Spirituel comme une personne, toujours de bonne humeur, toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. C'est rare qu'une bête qui n'a que cet âge-là soit déjà si galante. » Quant à notre retour, ma tante nous faisait demander si Madame Goupil était arrivée en retard à la messe, nous étions incapables de la renseigner. En revanche, nous ajoutions à son trouble en lui disant qu'un peintre travaillait dans l'église à copier le vitrail de Gilbert le Mauvais. Françoise, envoyée aussitôt chez l'épicier, était revenue bredouille par la faute de l'absence de Théodore, à qui sa double profession de chantre ayant une part de l'entretien de l'église et de garçon épicier, donnait, avec des relations dans tous les mondes, un savoir universel. « Ah, soupirait ma tante, je voudrais que ce soit déjà l'heure d'Eulalie. Il n'y a vraiment qu'elle qui pourra me dire cela. » Eulalie était une fille boiteuse, active et sourde, qui s'était retirée après la mort de Madame de la Bretonnerie, où elle avait été en place depuis son enfance, et qui avait pris à côté de l'église une chambre d'où elle descendait tout le temps soit aux offices, soit en dehors des offices dire une petite prière ou donner un coup de main à Théodore. Le reste du temps, elle allait voir des personnes malades, comme ma tante Léonie, à qui elle racontait ce qui s'était passé à la messe ou aux vêpres. Elle ne dédaignait pas d'ajouter quelques casuels à la petite rente que lui servait la famille de ses anciens maîtres, en allant de temps en temps visiter le linge du curé ou de quelque autre personnalité marquante du monde clérical de Combray.
Elle portait au-dessus d'une mante de drap noir un petit béguin blanc, presque de religieuse, et une maladie de peau donnait à une partie de ses joues et à son nez recourbé les tons roses vifs de la balsamine. Ces visites étaient la grande distraction de ma tante Léonie, qui ne recevait plus guère personne d'autre en dehors de monsieur le curé. Ma tante avait peu à peu évincé tous les autres visiteurs parce qu'ils avaient le tort, à ses yeux, de rentrer tous dans l'une ou l'autre des deux catégories de gens qu'elle détestait. Les uns, les pires, et dont elle s'était débarrassée les premiers, étaient ceux qui lui conseillaient de ne pas s'écouter et professaient la doctrine subversive qu'une petite promenade au soleil et un bon beefsteak saignant, quand elle gardait 14 heures sur l'estomac 2 méchantes gorgées d'eau de Vichy, lui ferait plus de bien que son lit et ses médecins. L'autre catégorie se composait des personnes qui avaient l'air de croire qu'elle était plus gravement malade qu'elle ne pensait, qu'elle était aussi gravement malade qu'elle le disait. Aussi, ceux qu'elle avait laissés monter après quelque hésitation et sur les officieuses instances de Françoise, et qui, au cours de leur visite, avaient montré combien ils étaient indignes de la faveur qu'on leur faisait en risquant timidement un « ne croyez-vous pas que si vous vous secouiez un peu par un beau temps », ou qui, au contraire, quand elle leur avait dit « je suis bien bas, c'est la fin, mes pauvres amis », lui avait répondu « ah, quand on n'a pas la santé, mais vous pouvez durer encore comme ça ». Ceux-là, les uns comme les autres, étaient sûrs de ne plus jamais être reçus. En somme, ma tante exigeait à la fois qu'on l'approuvât dans son régime, qu'on la plaignît pour ses souffrances et qu'on la rassurât sur son avenir. C'est à quoi Eulalie excellait. Ma tante pouvait lui dire 20 fois en 1 minute « c'est la fin, ma pauvre Eulalie ». 20 fois Eulalie répondait « connaissant votre maladie comme vous la connaissez, Madame Octave, vous irez à 100 ans, comme me disait hier encore Madame Sazerin. »« Je ne demande pas à aller à 100 ans, » répondait ma tante, qui préférait ne pas voir assigné à ses jours un terme précis. Dans l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte, faisant triompher à la fois ceux qui prétendaient que son régime affaiblissant finirait par la tuer, et non moins les autres qui avaient toujours soutenu qu'elle souffrait d'une maladie non pas imaginaire mais organique, à l'évidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligés de se rendre quand elle y aurait succombé. Et ne causant par sa mort de grandes douleurs qu'à un seul être, mais à celui-là, sauvage. Pendant les 15 jours que dura la dernière maladie de ma tante, Françoise ne la quitta pas un instant, ne se déshabilla pas, ne laissa personne lui donner aucun soin, et ne quitta son corps que quand il fut enterré.